Quand vous pensez à l'Allemagne, vous pensez probablement à leur drapeau. Pas celui-là, leur territoire. Non, pas celui-là non plus. Celui-là, oui. Et probablement leur langue, l'allemand. L'allemand est une langue intéressante parce qu'elle a des variantes assez différentes selon la région du pays où tu te trouves. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans une partie de l'Allemagne, on parle une langue complètement différente. Une langue slave appelée le sorabe. Pas serbe. Sorabe avec un O, même si les habitants appellent en fait la région Serbie. Je pense que le lien entre eux, c'est leur origine slave commune à l'époque des migrations slaves. Le sorabe est une langue slave parlée par environ 30 000 personnes dans le sud du Brandebourg et le nord de la Saxe. En réalité, elles sont séparées, pas totalement connectées. Ceux du Brandebourg parlent le bas sorabe, environ 3 000 à 5 000 personnes, tandis que la majorité des locuteurs, soit 25 000, parlent le haut sorabe en Brandebourg. Ensemble, ils forment une région connue sous le nom de Sorbie, mais aussi de Lusace, Lusika en sorabe ou Lausitz en allemand. Et le fait qu'il existe encore une région en Allemagne où l'on parle une langue slave cache une histoire assez intéressante. Faisons deux choses ici. D'abord, comprenons pourquoi la région parle le sorabe, en découvrant l'histoire à la fois de la région et du peuple qui le parle. Ensuite, découvrons un peu la langue elle-même, comment elle sonne, comment elle se compare aux autres langues slaves, et comment elle a survécu jusqu'à aujourd'hui. La région de Lusace, que l'on peut aussi appeler Sorabie, est aujourd'hui partagée entre l'Allemagne et la Pologne. Elle s'étend des rivières Bobre et Kuisa à l'est, jusqu'aux rivières Pulsnitz et Schwarze Elster à l'ouest. En Allemagne, comme je l'ai mentionné, elle comprend des parties des États de Saxe et de Brandebourg, tandis qu'en Pologne, elle inclut des parties des voïvodies de Basse-Silésie et de Lubusz. La région a en fait toujours été en quelque sorte divisée, même avant la formation des deux îlots linguistiques que nous voyons aujourd'hui. La Haute-Lusace était connue pour être la région vallonnée du sud, tandis que la Basse-Lusace était la partie plate du nord. C'est un peu déroutant parce que la Haute-Lusace se trouve sous la Basse-Lusace sur une carte plate et d'habitude on associe le nord avec le haut, mais bon. La Lusace a d'abord été peuplée par des tribus celtes. Plus tard, d'autres groupes sont arrivés. Vers 100 avant Jésus-Christ, les Germains Semnons se sont installés dans cette région. À la fin du VIe siècle, une tribu slave polabe, connue sous le nom de Lusaciens, s'est installée là de façon permanente. Et la région qui allait être connue sous le nom de Lusace, nommée d'après eux, fut établie. Pendant que les Milcéni, une autre tribu, s'installèrent plus au sud. Leur exonyme, le nom par lequel les Allemands les appelaient, était en réalité Vance, d'après une autre tribu slave qui s'était installée dans la région. Leur langue fut aussi appelée Wende un temps. En 963, les Lusaciens et d'autres tribus sorabes furent soumis et placés sous la juridiction du margrave saxon Géraud Ier au sein du Saint-Empire romain germanique. À la mort de Géraud en 965, la juridiction fut divisée. Et le territoire de l'actuelle Basse-Lusace fut inclus dans la nouvelle marche orientale saxonne, tandis que la région de Milcéni dans l'actuelle Haute-Lusace fut incluse dans la marche de Misny. Il est intéressant de voir comment la région était déjà divisée en deux au départ, et cela donne vraiment le ton pour ce qui va suivre. Au même moment, la Pologne devenait une force avec laquelle il fallait compter, et elle commença à revendiquer ses terres sorabes. À la mort de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Othon III en 1002, la Lusace fut perdue au profit du duc polonais Boleslas Ier, connu sous le nom de Boleslas le Brave, qui s'empara des territoires des Lusaciens et des Milcéni. Mais ensuite, les Allemands la récupérèrent en 1030, et cela nous montre à quel point le territoire passait constamment d'une puissance à l'autre, l'une slave, l'autre germanique. Et après cette période de l'histoire, il y eut trois périodes importantes pour la région. La domination bohémienne, la domination saxonne et la domination prussienne. Abordons d'abord les bohémiens, puisqu'ils furent les premiers. Grâce à un certain soutien lors de conflits internes, Henri IV d'Allemagne a accordé la Haute-Lusace au duc de Bohême Vratislav II, qui est ensuite devenu roi de Bohême, tandis que la Basse-Lusace a été transmise au margravia de Brandebourg. À cette époque, vers 1200, un grand nombre d'Allemands ont commencé à arriver et à s'installer dans la région.
Cela faisait partie de ce qu'on appelait l'Ostsiedlung, la colonisation de l'Est, une vague de migration médiévale d'Allemands vers des régions d'Europe de l'Est, initialement peuplées par des peuples slaves et baltes, ce qui a entraîné leur germanisation. L'arrivée de ces Allemands en Lusace a stimulé l'économie de la région, et sa situation géographique était en fait assez stratégique. Elle reliait les États allemands à l'ouest, la Pologne à l'est et la Bohême au sud. C'était un carrefour commercial important. En 1367, ils se sont en fait réunis à nouveau lorsque le souverain de Brandebourg, Otton V, a vendu la Basse-Lusace à Charles IV. Charles était à la fois roi de Bohême, mais aussi empereur du Saint-Empire romain germanique. À ce moment-là, toute la Lusace était unie sous la couronne bohémienne et allemande. Et à peu près à la même époque, il y a aussi eu une sorte d'union locale qui a commencé. Les 6 principales villes de la région ont formé ce qu'on appelait la Ligue de Lusace. Bautzen, Görlitz, Kamenz, Lauban, Lebau et Zittau, qui, soit dit en passant, avaient tous de superbes armoiries. Ils ont fondé cette alliance pour protéger la paix et l'ordre dans la région, qui était constamment attaquée par des criminels et des seigneurs brigands. Elle a techniquement duré des siècles, et fut la plus longue union de villes de l'histoire allemande. La domination bohémienne a duré quelques siècles, mais ensuite vint la domination saxonne. Je ne suis pas sûr que les souverains étaient encore saxons. Ils n'étaient peut-être pas allemands, à cause de la germanisation évoquée, mais ils dirigeaient la Saxe. Après la paix de Prague de 1635, qui a en quelque sorte mis fin à la guerre de 30 ans, la Lusace est devenue une province de l'électorat de Saxe. L'électeur saxon Auguste a été élu roi de Pologne quelques décennies plus tard, en 1697, créant une situation intermédiaire étrange mais très importante pour la région. Elle faisait à la fois partie du royaume de Pologne et du Saint-Empire romain germanique. C'était assez courant dans de nombreuses régions frontalières de l'Empire à cause de sa décentralisation et des changements fréquents des royaumes voisins et de leur territoire. La Lusace est devenue particulièrement importante à ce moment-là parce que de nombreux nobles l'utilisaient pour créer une connexion terrestre entre leur terre natale saxonne et les territoires polonais, ou inversement. 2 grandes routes ont été construites pour relier Varsovie et Dresde. C'est en fait intéressant, car même aujourd'hui, on peut trouver dans la région, aujourd'hui une partie de l'Allemagne, des bornes milliaires polonaises du XVIIIe siècle décorées des armoiries de la République des 2 nations. Cette période a également contribué à cristalliser en quelque sorte l'identité sorabe pour la première fois. Leur lien récent avec la Pologne a empêché que leur tradition slave ne soit entièrement absorbée ou remplacée par les Allemands. Bientôt, l'époque des Lumières est arrivée, et une sorte de renaissance nationale sorabe l'a accompagnée, résistant encore davantage à la germanisation. Mais c'était l'Europe d'avant le XXIe siècle. Le chaos territorial était constant, la guerre aussi, et Napoléon venait d'arriver pour rendre les choses encore plus compliquées. Un nouveau royaume de Saxe a été établi comme successeur de l'électorat, en raison de la dissolution du Saint-Empire romain germanique et de la création de la Confédération temporaire du Rhin. Il a conservé les territoires de Lusace, mais pas pour longtemps. Les dirigeants de la Saxe s'étaient rangés du côté de Napoléon, dont lorsqu'il a été vaincu, le congrès de Vienne de 1815 a divisé la Lusace, et leur en a retiré une partie. La Basse-Lusace et même une partie de la Haute-Lusace ont été attribuées à la Prusse, la Saxe ne conservant qu'une petite partie au sud. Voyant la Prusse émerger comme le principal État allemand, conscient de sa puissance militaire et témoin de son unification progressive de l'Allemagne, les Lusaciens, ou Sorabes, étaient naturellement inquiets. Ils ont exigé que leur territoire devienne sa propre unité administrative, mais les Prussiens ont refusé et les ont plutôt divisés entre le Brandebourg et la Silésie. Mais en réponse, et voyant cela comme une menace supplémentaire pour la survie de leur culture et de leur identité, les 19e et 20e siècles furent une ère de renouveau culturel. C'est à cette époque que les langues modernes du Haut-Sorabe et du Bas-Sorabe, ou lusacien, ont émergé, évoluant à partir des langues précédemment parlées par leurs ancêtres. La littérature nationale a prospéré, et de nombreuses organisations nationales, telles que la Domowina, une ligue indépendante des Sorabes et des Wendes, ont vu le jour. Un journal en langue sorabe a été créé. Ici, nous pouvons voir sa première édition de 1848, et la culture ainsi que la langue sorabe ont perduré tout au long du processus d'unification de l'Allemagne. Pendant la Première Guerre mondiale, la région accueillait un camp de prisonniers, qui détenait environ 1500 Polonais. Il est important de se rappeler qu'à cette époque, la Pologne n'existait plus depuis un certain temps. L'Allemagne, la Russie et l'Autriche, l'ayant partagée entre elles quelques décennies plus tôt. Peut-être en conséquence,
Après la guerre, la région a soutenu les soulèvements de Silésie de 1919, lorsque des Polonais ethniques et des Silésiens, dont certains Sworbes, se sont rebellés contre la République de Weimar allemande et ont voulu que la région soit transférée à la toute nouvelle République polonaise, mais ils n'ont pas réussi à obtenir gain de cause. Lorsque les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne, leur gouvernement a mené une vaste campagne de changement de nom de lieu dans la région afin d'effacer l'origine et l'identité slave. La majorité de ces noms ont été rétablis après la Seconde Guerre mondiale. Mais pendant la guerre elle-même, la région fut de nouveau une cible pour la germanisation et la persécution. De nombreux Sorabes furent arrêtés, exécutés ou exilés. Plusieurs camps de prisonniers, de concentration et de travail forcé ont été installés dans la région. Ils ont été tellement persécutés que le gouvernement polonais en exil a commencé à défendre leur cause après la guerre. Les Sorbes devraient vivre librement en tant que nation, soit à l'intérieur de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, ou même en tant qu'État sorabe pleinement indépendant avec le soutien de la Pologne. Un mélange de ces options s'est en fait produit. L'accord de Potsdam a divisé la Lusace entre la nouvelle République allemande et la Pologne, mais la Pologne a rapidement été prise par le régime soviétique, qui a expulsé tous les Allemands, et les Sorbes de leur côté de la Lusace. L'autre côté était aussi sous contrôle de l'Allemagne de l'Est, marionnette soviétique. Même sans expulsion, leurs droits n'ont pas été respectés dès le début. À cause de cela, le Comité national lusacien, qui a été créé à Prague, a revendiqué le droit à l'autodétermination, et soit à devenir indépendant, soit à rejoindre la Tchécoslovaquie au lieu de l'Allemagne. Ils n'ont pas atteint leur objectif, mais l'Allemagne de l'Est s'est assouplie avec le temps. En 1950, elle leur a accordé une autonomie linguistique et culturelle. Les écoles et les magazines lusaciens ont été autorisés, et Domovina a été relancée, bien que sous le contrôle du régime. Lorsque le mur de Berlin est tombé et que l'Allemagne s'est réunifiée, ils ont de nouveau tenté de former leur propre État au sein du système fédéral allemand, mais ont de nouveau échoué. Ils sont restés rattachés à la Saxe et au Brandebourg, avec des droits culturels et linguistiques, mais sans autonomie. Aujourd'hui, plus de 80 000 Slaves sorabes continuent de vivre dans la région en tant que minorité. Les descendants des anciennes tribus slaves de l'Ouest, les Lusaciens, les Milcéni, les Sales et les Vins. Beaucoup de ces 80 000 personnes parlent encore leur langue, mais seulement environ 30 000 l'utilisent comme langue principale. Les rues et les panneaux routiers sont assez souvent bilingues, et des efforts pour protéger et préserver leur culture et leur identité en tant que peuple persistent. Il existe encore un journal quotidien en langue sorabe, Serbsk Novini, une station de radio sorabe, ainsi que quelques émissions de télévision. Si vous créez du contenu, ou si vous avez déjà essayé de monter une vidéo, vous savez déjà combien il faut de séquences et de matériel pour réaliser quelque chose qui vaille la peine d'être regardé. J'utilise un outil qui me donne un large éventail d'options pour raconter de meilleures histoires, aussi bien visuellement qu'au niveau du son. Et cet outil, c'est le sponsor de cette vidéo, Storyblocks. Grâce à une bibliothèque de plus de 7 millions de ressources de haute qualité créées par des humains, Storyblocks me permet de trouver facilement ce dont j'ai besoin tout en gardant le processus simple et rapide. En tant que suite d'outils créatifs tout en un, elle regroupe des séquences vidéo, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, le tout au même endroit. Donc, au lieu de passer d'une plateforme à l'autre, je peux rester concentré sur la narration de l'histoire. Ils proposent également des outils d'IA conçus pour simplifier la production. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en gardant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects grâce au plugin Storyblocks. Ainsi, le flux de travail reste rapide, simple et beaucoup plus facile à gérer. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger du contenu en illimité. C'est une manière économique de créer des vidéos soignées rapidement. Pour commencer à raconter de meilleures histoires, les vôtres, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Et maintenant, revenons à la vidéo. Mais à quoi ressemble réellement la langue aujourd'hui ? Le sorabe, ou son prédécesseur le vindique, le lusacien, est une langue indo-européenne slave occidentale. C'est une langue apparentée au polonais, au tchèque et au slovaque. Le sorabe supérieur ressemble davantage au tchèque, tandis que le sorabe inférieur se rapproche du polonais. Cela est probablement dû à la proximité géographique directe et à l'influence de ces langues.
Ils diffèrent un peu de ces langues par certaines de leurs caractéristiques linguistiques, notamment par le fait qu'ils conservent plus de traits archaïques des langues proto-slaves que les autres, comme le duel. En plus des formes singulières et plurielles, le sorabe possède une forme duel pour désigner exactement deux unités de quelque chose. Par exemple, une main se dit rukao, tandis que deux mains se dit ruse, mais plus de deux mains se dit oki. Et il existe aussi des différences mineures ou majeures de vocabulaire, comme le mot été, qui se dit laisser en bas sorabe, mais l'écho en haut sorabe. En tchèque, c'est leto avec un T, et en polonais aussi. Je suis surtout fasciné par la grande différence entre le haut sorabe et le bas sorabe, notamment dans l'orthographe et la prononciation de nombreux termes. Cela a aussi à voir avec la proximité géographique et l'influence linguistique respective de la Tchéquie et de la Pologne. Par exemple, le tchèque a tendance à raccourcir les syllabes dans les mots au fil de l'évolution de la langue. Le haut sorabe a fait de même, alors que le bas sorabe ne l'a pas fait. Cela entraîne des différences, comme le mot ami, qui est présil, en haut sorabe, et apsijacel, en bas sorabe. Il y a aussi des différences de genre. Gus en bas sorabe et gus au féminin, mais en haut sorabe, c'est uzu au genre neutre. Le cochon est swinja et goswinyo, respectivement, l'un étant féminin et l'autre masculin. Il semblait vraiment que la séparation de la Lusace en deux au cours de l'histoire avait contribué à leurs différences linguistiques modernes. Mais c'est quand même fascinant qu'ils aient réussi à conserver cette langue jusqu'à aujourd'hui, en survivant à tous ces processus de germanisation et même aux changements territoriaux. Et il y en a eu beaucoup autour d'eux. Fait intéressant, un dialecte du sorabe était autrefois également parlé au Texas, aux États-Unis, dans une ville justement appelée Serbin, qui accueillait de nombreux immigrants du 19e siècle venus de Lusace et installés là-bas. Mais il n'y a plus de locuteurs aujourd'hui. Donc si vous voulez entendre la langue, vous devez vous rendre dans cette région très spécifique de l'Allemagne.